10 ans après la mort de mon mari au combat, un appel brise mon deuil. Il avait un fils, un secret bien gardé. Aujourd'hui, la mère de ce garçon est décédée et on me demande de le recueillir. On a frappé à la porte avant l'aube. Pas un voisin, pas un colis, un messager militaire. J'ai ouvert la porte en robe de chambre, et il a prononcé mon nom avec ce ton précautionneux qu'on leur apprend, lent, posé, comme si chaque syllabe pouvait briser un os. Il tenait un dossier, pas un drapeau, et j'ai su ce que cela signifiait avant même qu'il ne parle. 10 ans plus tard, je me souviens encore de ce son, le bruit sourd de ses bottes sur mon porche, et du silence qui a suivi. C'était le jour où mon mari est mort en service. Le jour où ma vie s'est repliée sur elle-même, plus étroitement encore que son drapeau. Pendant des années, j'ai vécu selon les règles. J'ai appris à repasser les plis du chagrin, à me tenir droite lors des cérémonies, à dire « merci pour votre service » à des inconnus quand plus personne ne me le disait. Ma famille disait que j'avais changé. Que j'étais devenue froide. Ils ont arrêté d'appeler. Après les funérailles, personne n'est revenu. Ni mes sœurs, ni ma mère. Je suppose qu'elle pensait qu'une veuve de soldat appartenait plus au corps d'armée qu'à elle. Alors, j'ai vécu seul dans notre petite maison près de Brest, en Bretagne. Une ville de garnison, le bruit des avions de chasse le jour, le silence la nuit. J'ai pris un travail à l'économat de la base. Je cuisinais pour une personne. Je visitais sa tombe 2 fois par mois. Ce n'était pas une vie triste. Elle était disciplinée, prévisible, jusqu'au matin où le téléphone a sonné. Madame Dubois. Une voix de femme. Formelle. Prudente. Ici l'aide sociale à l'enfance. Je vous appelle au sujet d'un ayant droit enregistré au nom de votre défunt mari. J'ai cru avoir mal entendu. Un ayant droit. Mon mari est parti depuis 10 ans. Oui, madame. Elle a dit que la mère de l'enfant était récemment décédée. Nous essayons de localiser la famille proche. L'horloge de la cuisine a fait tic-tac, 1 fois, 2 fois. Ma main est devenue froide autour du combiné. Vous devez vous tromper de Dubois, ai-je dit. Mon mari était le sergent-chef Damien Dubois, des troupes de marine. Il est mort au Mali. C'est le nom que nous avons, madame. Damien Dubois. L'acte de naissance le mentionne comme père. Le garçon s'appelle Étienne. Il a 8 ans. 8. J'ai fait le calcul. Cela voudrait dire. J'ai posé le téléphone sur le comptoir et je suis resté là, immobile. L'air dans la cuisine semblait lourd, épais d'incrédulité. Mon mari avait été fidèle. Toujours fidèle. La devise honneur et fidélité gravée sur son alliance brillait encore dans mon écrin à bijoux. Mais les papiers ne mentaient pas. Où est cet enfant maintenant, ai-je finalement demandé. Il est en foyer temporaire, madame. La mère, madame Rossi, est décédée d'un cancer du sein il y a 2 semaines. Nous cherchons un membre de la famille qui pourrait en obtenir la garde avant un placement en famille d'accueil. Placement en famille d'accueil. J'ai imaginé un garçon peut-être avec les yeux de Damien, son menton têtu assis dans une salle d'attente pendant que des inconnus décidaient de son sort. Je dois le voir, ai-je dit. C'est possible, a dit la femme prudemment. Mais vous n'avez aucune obligation. Nous comprenons que cela puisse être difficile. Difficile? Ce mot? Les gens l'utilisent quand ils veulent dire impossible. J'ai accepté de la rencontrer à l'hôtel du département le lendemain matin. J'ai raccroché, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai fixé le drapeau plié sur l'étagère. 10 ans de silence brisé par un seul appel. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'arrêtais pas de rejouer chaque moment de ce dernier déploiement, nos appels, les lettres, les mois après sa mort. Comment pouvait-il y avoir eu une autre femme, un autre enfant? Et pourtant, une partie de moi entendait sa voix, calme et bienveillante, si quelqu'un a besoin d'aide, tu réponds présent. À l'aube, j'ai repassé mon chemisier de la même manière que je repassais ses uniformes. J'ai fait du café que je n'ai pas bu. Avant de partir, je me suis tenu de nouveau devant le drapeau et j'ai dit doucement, s'il est à toi, alors il est à moi aussi. À l'hôtel du département, l'assistante sociale, jeune, polie, épuisée, m'a accueilli dans le hall. Madame Dubois, merci d'être venue. Je sais que c'est inhabituel. Elle m'a conduite vers une salle d'attente qui sentait les crayons de cire et le désinfectant. Dans un coin, un garçon était assis, serrant un sac à dos presque plus grand que lui.
Des cheveux bruns bouclés, des poignets fins, des yeux trop sérieux pour un enfant de 8 ans. Étienne, dit-elle doucement. Voici Madame Dubois. Il a levé les yeux, méfiant. Bonjour. J'ai réussi à sourire. Bonjour, Étienne. Il n'a pas souri en retour. Il m'a juste étudié, comme un soldat évaluant un étranger en terrain incertain. Voulez-vous vous asseoir? A demandé l'assistante sociale. Nous nous sommes assis à une table basse, des papiers entre nous. L'assistante sociale a expliqué le processus. Garde temporaire, évaluation, vérification des antécédents. Ces mots se sont brouillés. Tout ce que je voyais, c'était les mains du garçon qui tordait la sangle de son sac à dos. Sais-tu qui je suis? Lui ai-je demandé doucement. Il a haussé les épaules. Ils ont dit que vous êtes la femme de mon père. Ton père était Damien Dubois, ai-je dit. Il était dans les troupes de marine. Étienne a hoché la tête. Maman m'a montré une photo une fois. Il était en uniforme. Est-ce qu'elle parlait de lui? Pas beaucoup, a-t-il dit. Elle disait qu'il était courageux. L'assistante sociale nous observait, attentive à ne pas interrompre. J'ai dégluti difficilement. As-tu d'autres membres de ta famille à part elle? Il a secoué la tête. Juste moi. C'est à ce moment-là que tout s'est décidé. Il m'a regardé, les yeux brillants mais secs, et a dit, ils ont dit que je pourrais aller vivre avec des inconnus. Vous êtes une inconnue? C'était une question simple, dévastatrice. J'aurais pu dire oui. J'aurais pu lui dire que ce n'était pas si simple. Mais la femme de soldat en moi, la part que mon mari avait forgée en moi à travers des années de loyauté, de perte et de discipline, a répondu avant même que mon esprit ne le fasse. Non, Étienne, ai-je dit. Je ne suis pas une inconnue. Il a cligné des yeux, incertain. Alors qui êtes-vous? Je suis la personne qui va te ramener à la maison. Le stylo de l'assistante sociale s'est arrêté en plein milieu d'une note. Donc, vous acceptez le placement? J'ai hoché la tête. Pour l'instant, ai-je dit. Nous verrons où cela nous mène. En quittant le bâtiment, le garçon traînait à quelques pas derrière moi. Je lui ai tenu la porte. Un instant, il a hésité, comme s'il entrait en territoire ennemi. Puis il a franchi le seuil. Dehors, le vent sentait le sel de la côte bretonne. Il a tiré sur la manche de sa veste, me jetant un regard, prudent mais curieux. Madame Dubois, dit-il doucement. Vous avez des règles? J'ai esquissé un sourire. Plein. Tu les apprendras. Nous avons marché jusqu'à ma voiture en silence. L'assistante sociale nous regardait depuis la porte, griffonnant des notes, cochant probablement des cases sur un formulaire. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Pour la première fois en 10 ans, il y avait un autre battement de cœur dans la voiture. Et pour la première fois en 10 ans, je n'étais pas seul. Le bureau de l'AS m'a donné un dossier de placement temporaire assez épais pour étouffer un avocat, rempli de signatures, de paraphes, de vérifications d'antécédents. Ils ont dit que l'autorisation complète prendrait environ une semaine, mais comme le garçon connaissait déjà le nom de mon mari, ils étaient disposés à accorder une garde provisoire. J'ai conduit jusqu'à la maison avec ce dossier sur le siège passager, et le garçon, Étienne, attaché à l'arrière, serrant son sac à dos comme une armure. Il n'a pas beaucoup parlé pendant le trajet, se contentant de regarder les pins défiler par la fenêtre. C'était mars en Bretagne, assez froid pour un manteau mais assez doux pour que l'air sente la terre humide et l'herbe nouvelle. J'ai demandé s'il avait faim. Il a secoué la tête. J'ai demandé s'il aimait la pizza. Un autre haussement d'épaule. Je me suis arrêté quand même. Dans un petit restaurant, il n'a commandé que des frites. Il en a mangé 4, peut-être 5, puis a poussé le reste dans son assiette. Quand je lui ai dit qu'il n'était pas obligé de manger s'il n'en avait pas envie, il a hoché la tête poliment, de la manière polie qu'ont les familles de militaires d'acquiescer quand elles ont appris à ne pas discuter. Ce respect silencieux m'a brisé plus que n'importe quelle impolitesse n'aurait pu le faire. En arrivant à la maison, il s'est tenu sur le seuil, scrutant le couloir comme s'il mesurait les issues. Je lui ai montré la chambre d'amis, des draps propres, une couverture pliée, une photo encadrée de Damien sur la commode. Je n'avais pas pensé à l'effet que cela pourrait avoir jusqu'à ce que je voie son visage. C'est lui, ai-je dit doucement. Ton père. Étienne a hoché la tête une fois, le visage crispé.
Il me ressemble. Je voulais dire, tu lui ressembles, mais les mots semblaient trop lourds, trop précoces. Tu veux ranger tes affaires? Il a déballé ses affaires en silence, un jean, 2 t-shirts, un carnet de croquis, une brosse à dents et une pochette zippée. Pas de jouets, pas de photos, pas de souvenirs, juste des articles de survie. Cette nuit-là, je me suis tenu devant sa porte, écoutant le grincement des ressorts du lit, le léger frottement d'un crayon sur du papier. Quand j'ai jeté un coup d'œil, il dessinait des lignes, nettes, délibérées, trop bien pour un enfant de 8 ans. J'ai demandé ce qu'il faisait. Juste quelque chose pour maman, a-t-il dit. J'ai hoché la tête et je l'ai laissé. Je ne savais pas quoi dire qui ne sonnerait pas comme un mensonge. 2 jours plus tard, l'assistante sociale a appelé. Madame Dubois, Jeanne Rossi, la mère du garçon, a été transférée à l'unité de soins palliatifs Saint-Michel. Elle a demandé à vous voir. C'était étrange d'entendre ce nom. La femme que mon mari avait aimée un jour, la femme qui avait élevé son fils sans me le dire. Mais la femme de soldat en moi savait que le devoir ne s'arrête pas là où le confort prend fin. J'ai dit que j'irais. Quand nous sommes arrivés, l'infirmière des soins palliatifs nous a conduits dans un couloir bordé de papillons en papier. L'air sentait l'antiseptique et la lavande. Dans la chambre 204, une femme mince était allongée, appuyée contre des oreillers blancs, les cheveux bruns tirés en arrière, un tube à oxygène traçant une ligne sur sa joue. Elle a ouvert les yeux quand nous sommes entrés. « Étienne » a-t-elle murmuré d'une voix de papier. « Tu es venu. » Il s'est précipité à ses côtés et, un instant, je me suis senti comme une intruse dans la photo de famille de quelqu'un d'autre. Elle m'a regardé. « Vous devez être Madame Dubois. » J'ai hoché la tête. « C'est moi. »« Merci d'être venu, » a-t-elle dit. « Je n'étais pas sûr que vous viendriez. »« Je n'étais pas sûr non plus. » Elle a souri faiblement. « C'est juste. » Étienne lui serrait la main. « Maman, elle a dit que je pouvais rester avec elle. » Les yeux de Jeanne se sont embués. « Bien. Elle prendra soin de toi. Ton père aurait voulu ça. » Je me tenais au pied du lit. « Saviez-vous que j'existais ?» Son regard a vacillé. Je le savais. Mais le temps que je découvre que j'étais enceinte, il était déjà parti. Et le temps que je songe à vous écrire, je me suis convaincu que vous me détesteriez, ou pire, que vous auriez pitié de moi. J'ai voulu la détester, mais en la regardant, si maigre, si jeune, je n'y suis pas arrivé. Elle n'était pas la méchante de l'histoire. La vie l'était. Il n'a jamais su, ai-je dit doucement. Elle a secoué la tête. Non. Je voulais le lui dire. Et puis on a frappé à ma porte. Le même coup qu'à la vôtre. Étienne nous regardait, confus. Vous connaissiez papa toutes les deux? J'ai forcé un sourire. Oui. Il était gentil? J'ai jeté un coup d'œil à Jeanne. Elle m'a fait signe de répondre. Il était constant, ai-je dit. Le genre d'homme qui rendait tout le monde autour de lui plus courageux. Jeanne a fermé les yeux, des larmes coulant sur ses joues. Ça lui ressemble. Une infirmière est entrée, a ajusté sa perfusion. Elle a besoin de se reposer, a dit l'infirmière doucement. Dehors, l'assistante sociale a parlé à voix basse. Elle n'en a plus pour longtemps, peut-être quelques jours. Dans le couloir, Étienne a demandé, on peut revenir demain? Oui, ai-je dit. On reviendra demain. Ce soir-là, il n'a de nouveau pas touché à son dîner. Il est resté assis à table, traçant des cercles sur le grain du bois. Maman va mourir, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas mentir. Oui, mon chéri. C'est le cas. Il a hoché la tête, la mâchoire tremblante, mais les yeux secs. Est-ce que les gens vont au paradis? J'ai hésité. Je pense que les bonnes personnes y vont. Alors tout ira bien pour elle, a-t-il dit, se convainquant presque lui-même. J'ai tendu la main sur la table, couvrant sa petite main de la mienne. Il ne s'est pas retiré. Cela m'a semblé être le premier pas vers quelque chose, la confiance peut-être, ou un deuil partagé. 3 jours plus tard, Jeanne est décédée tranquillement à l'aube. L'infirmière des soins palliatifs a appelé. Nous sommes arrivés quelques minutes trop tard. Étienne se tenait à côté du lit, serrant son carnet de croquis. Il n'a pas pleuré. Moi non plus. Ensuite, l'infirmière a demandé s'il y avait de la famille à appeler. Étienne m'a regardé.
J'ai entendu ma propre voix répondre, oui, je suis sa famille. Nous avons quitté l'hospice avec une enveloppe brune, un certificat de décès, des effets personnels, un médaillon avec une minuscule photo de Damien. Étienne le portait sous sa chemise. En rentrant en voiture, il a finalement parlé. Elle avait peur? Je crois qu'elle était fatiguée, ai-je dit. Mais elle n'était pas seule. Il a hoché la tête. Parce qu'on est venu. Je l'ai regardé dans le rétroviseur. Son visage était pâle, les yeux fixés sur l'horizon, mais il ne craquait pas. Moi non plus. En arrivant à la maison, il est allé directement dans la chambre d'amis et a fermé la porte. Quelques minutes plus tard, j'ai de nouveau entendu le bruit silencieux du crayon sur le papier. Je me suis dirigé vers la cheminée où le drapeau plié reposait entre les médailles de Damien. Pendant 10 ans, il avait été un monument à une fin. Maintenant, pour la première fois, il ressemblait au début de quelque chose d'autre. J'ai murmuré, il est là, Damien. Ton fils est là. Le lendemain des funérailles de Jeanne, je préparais des crêpes dans la cuisine, parce que c'est ce que les gens font quand il n'y a plus de mots. Étienne était assis à table, le menton dans les mains, les yeux fixés sur la fenêtre. Le ciel était gris et calme, le genre de matin breton où même les oiseaux semblent fatigués. J'ai demandé s'il les voulait aux myrtilles ou nature. Il a dit que ça lui était égal. J'ai fait les deux. Nous avons mangé principalement en silence jusqu'à ce qu'il demande, « Mon père aimait les crêpes ?» Oui, ai-je dit. Il les brûlait tous les dimanches. Cela lui a arraché un très léger demi-sourire, puis le silence est revenu. J'avais vécu seul dans cette maison pendant une décennie. Tout était à sa place, plié, poli, impeccable. Maintenant, il y avait des baskets dans le couloir, un sac à dos sur le canapé, une brosse à dents près de l'évier qui n'était pas la mienne. Le son d'une autre personne respirant dans le même espace était à la fois réconfortant et étranger, comme entendre de la musique provenant d'une pièce qu'on croyait vide. Je pensais que prendre un enfant sous mon aile serait comme faire ce qui est juste. Au lieu de cela, c'était comme se tenir au milieu d'une tempête sans armure. L'ASE avait programmé des visites hebdomadaires. L'assistante sociale venait avec son presse-papier, souriant poliment, inspectant la maison comme si elle la notait. Elle interrogeait Étienne sur l'école, les repas, le coucher, ses émotions. Il répondait bien à tout. Quand elle m'a demandé comment je m'adaptais, j'ai répondu bien aussi. Nous mentions tous les deux, mais poliment. À l'épicerie, une voisine de la paroisse m'a vu avec lui. « Oh, dit-elle d'un ton trop enjoué. Je ne savais pas que vous aviez de la visite. » C'est Étienne, ai-je dit. Le fils de mon mari. La pause a été courte, mais je l'ai senti. Eh bien, a-t-elle dit, c'est tout à votre honneur de l'avoir pris. Peu de gens l'auraient fait. Elle le pensait gentiment. Ça m'a quand même brûlé. Les gens des petites villes sont bien intentionnés, mais ils collectionnent les histoires comme des pièces de monnaie. Le dimanche suivant, je savais ce qu'il chuchotait, la veuve du soldat a recueilli l'enfant illégitime de son mari. Une tragédie devenue spectacle. Au travail, le directeur m'a demandé si j'avais besoin d'heures supplémentaires ou de congés pour gérer ma situation. Je lui ai dit que tout allait bien, toujours bien. Ce soir-là, j'ai trouvé Étienne assis sur les marches du porche, dessinant dans son carnet. Le coucher du soleil peignait les pins d'or, mais il ne le regardait pas. Il dessinait le drapeau plié sur la cheminée à travers la fenêtre ouverte. Je me suis assise à côté de lui. « Tu dessines beaucoup, ai-je dit. Ça m'aide à penser. » À ta mère? Il a hoché la tête, puis a ajouté doucement, à papa aussi. Je ne le connais pas vraiment. Juste ce que les gens disent. Que disent-ils? Qu'il était courageux, a-t-il dit. Qu'il aidait les gens. Qu'il est mort en héros. Il m'a regardé. C'était vrai? J'ai pris une profonde inspiration. Oui, mais être courageux ne veut pas dire ne jamais faire d'erreur. Ça veut dire y faire face. Il a froncé un peu les sourcils, pensif. Il a fait des erreurs? Nous en faisons tous. Il a hoché la tête, retournant à son dessin. Le soleil a baissé, l'air est devenu frais et pur. Cette nuit-là, je l'ai entendu pleurer à travers le mur. Pas fort, juste de petits sanglots brisés. Je me suis assise devant sa porte, le dos contre le bois, sans rien dire. Parfois, la chose la plus gentille que l'on puisse faire est de ne pas interrompre le deuil. Le lendemain matin,
une superviseure de l'ASE est arrivée sans prévenir. Contrôle de routine, a-t-elle dit. Sourire crispé, badge accroché à sa veste. Mais son ton disait autre chose. Elle a inspecté chaque pièce, ouvert les placards, même vérifié l'armoire à pharmacie. Je connaissais ce regard, celui que les bureaucrates ont quand ils cochent des cases pour se protéger eux-mêmes, pas les gens. Tout semble en ordre, a-t-elle finalement dit. Nous avons eu un signalement anonyme mettant en doute la pertinence du placement. Anonyme, ai-je répété. Bien sûr. Elle a offert un mince sourire. Nous devons suivre le protocole. Quand elle est partie, j'ai appelé ma sœur pour la première fois depuis des années. C'est toi qui as fait ça, ai-je demandé. Fait quoi, a-t-elle dit, la voix sèche. Me dénoncer. Elle a hésité trop longtemps. Tu n'aurais pas dû prendre ce garçon, a-t-elle finalement dit. Il n'est pas ta responsabilité. Tout le monde en parle, Émilie. Il pense que tu as perdu la tête. Je n'ai rien perdu, ai-je dit. J'essaie de rendre quelque chose. Elle a ricané. Tu essaies de réécrire le passé. Tu ne peux pas réparer les erreurs de Damien en adoptant la sienne. Ce mot, erreur, m'a frappé plus fort qu'une gifle. J'ai raccroché avant de dire quelque chose d'impardonnable. Cette nuit-là, j'ai imprimé chaque formulaire, chaque note de médecin, chaque inscription scolaire. J'ai créé un classeur. Chaque page était une preuve de stabilité, d'effort, de présence. C'était d'une précision militaire, la preuve du devoir accompli. Étienne l'a remarqué. Pourquoi tu fais tout ça? Parce que parfois, les gens ont besoin de voir ce que les mots ne peuvent pas prouver. Il a hoché lentement la tête. Maman faisait ça aussi. Garder des papiers. Quel genre? Des factures, des lettres, des trucs qui montraient qu'elle essayait. J'ai souri. Alors nous nous ressemblons beaucoup, elle et moi. Il a levé les yeux, le regard doux pour la première fois. Oui, peut-être. À la fin de la semaine, j'ai reçu une lettre de l'ASE, signalement anonyme jugé non fondé. En jargon bureaucratique, cela signifiait que j'étais blanchi. Je l'ai montré à Étienne. Tu vois, il croit qu'on s'en sort bien. Il a tracé l'entête de la lettre avec son doigt. Et toi, tu y crois? J'ai ri doucement. Pas encore, mais j'y travaille. Ce week-end-là, je l'ai emmené au parc. Il n'a pas joué avec les autres enfants. Il s'est juste assis pour dessiner un grand chêne. Je me suis assise à côté de lui et j'ai dit, tu sais, quand les soldats ne savent pas quoi faire, ils font un plan. Il n'a pas levé les yeux. Quel genre de plan? Quelque chose de petit, de gérable. Comme des crêpes le dimanche, ou tondre la pelouse ensemble, ou que tu m'apprennes à dessiner. Il m'a jeté un regard en coin. Tu ne sais pas dessiner. Je peux apprendre, ai-je dit. Tu seras mon instructeur. Cela lui a valu un vrai sourire, bref, timide, mais réel. Nous avons passé l'après-midi à dessiner l'arbre, mes lignes tordues, les siennes parfaites. Quand nous avons fini, il m'a tendu son crayon. Tu t'es bien débrouillé, a-t-il dit. C'est un grand compliment, ai-je répondu. En rentrant à la maison, j'ai mis son dessin sur le réfrigérateur. Il n'a rien dit, mais je l'ai vu le regarder 2 fois avant de se coucher. Plus tard dans la nuit, je me suis assise à table avec le classeur ouvert, le réfrigérateur bourdonnant derrière moi. Ce dessin flottant légèrement dans la brise de la ventilation. La maison ne semblait plus vide. On aurait dit que quelque chose de fragile y grandissait. Silencieux, lent, mais vivant. J'ai murmuré dans l'air immobile, on s'en sort bien, Damien, même si personne n'y croit encore. 3 semaines plus tard, la sonnette a retenti à 7h45, juste au moment où je préparais le déjeuner d'Étienne. 2 agents de l'ASE se tenaient sur le porche, l'un familier, l'autre nouveau. Tous 2 arboraient ce genre de sourire poli et cassant qui vous noue l'estomac. Madame Dubois, dit le plus jeune, nous avons reçu un autre signalement. Nous allons devoir jeter un coup d'œil. Étienne s'est figé au milieu d'une bouchée à la table de la cuisine, les yeux écarquillés. J'ai fait quelque chose? Non, mon chéri, ai-je dit doucement. Mange ton petit déjeuner. Je me suis écarté. Ils ont traversé la maison avec ce calme stérile de personnes habituées à ne pas être les bienvenus. Ils ont vérifié le frigo, les serrures, l'armoire à pharmacie à nouveau. Je sentais la chaleur monter à mon cou,
un mélange de honte et de fureur. Le plus âgé, Harris, disait son badge, prenait des notes sur une tablette. Nous sommes tenus de répondre à tous les signalements, dit-il sans me regarder. Des signalements de qui? Il a souri faiblement. Anonyme. C'est la procédure. Anonyme encore. Une seule personne dans cette ville aurait fait ça, ma sœur. Étienne a murmuré, ils vont m'emmener? Je me suis agenouillé à côté de lui. Personne ne t'emmène nulle part. Tu comprends? Il a hoché la tête, petit, effrayé. Quand ils sont finalement partis, la maison semblait plus petite. Chaque pièce envahie. Je me suis assise à table, les mains tremblantes autour d'une tasse de café qui avait refroidi. Étienne m'observait attentivement, comme s'il n'était pas sûr de devoir parler. « Tu es fâché ?» a-t-il demandé. « Pas contre toi, ai-je dit. Juste fatigué des gens qui ne nous connaissent pas et qui prétendent le contraire. » Il a hoché lentement la tête. « Les gens ont dit des trucs à l'école aussi. » Quel genre de trucs? Que je suis un cas de charité. Que mon père a trompé sa femme. Que tu n'es pas vraiment ma famille. Les mots ont frappé plus fort que l'inspection. Qui a dit ça? Il a haussé les épaules. Ça n'a pas d'importance. Ils ont dit que tu m'as pris par culpabilité. Je l'ai regardé, ses petites épaules, les poings serrés. Il essayait de paraître courageux, mais sa voix s'est brisée sur la fin. Étienne, ai-je dit doucement, écoute-moi. Nous ne vivons pas pour leurs histoires. Nous vivons pour la vérité. Et la vérité, c'est que tu es à moi, et que je te protégerai. Toujours. Il n'a pas répondu, a juste hoché la tête et est allé dans sa chambre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. L'image de ces agents traversant notre maison ne me quittait pas. Alors je me suis levé, j'ai allumé la lumière de la cuisine et j'ai construit ce que j'appelle maintenant mon classeur de soldats. Chaque page était une preuve, visite chez le médecin, assiduité scolaire, ticket de caisse, photos des repas, tableau de coucher. J'ai tout imprimé, même les SMS avec l'assistante sociale. J'ai glissé chaque feuille dans une pochette en plastique, nette et ordonnée, preuve de stabilité, preuve d'effort, preuve d'amour. À l'aube, le classeur faisait 7 cm d'épaisseur. Je l'ai posé sur le comptoir comme un bouclier. Quand Étienne est descendu, il l'a vu et a dit, « C'est quoi ça ?» Notre défense, ai-je simplement dit. Le lendemain, je l'ai emmené à l'école moi-même. Au portail, un groupe de parents chuchotait. Je sentais leurs yeux sur moi, une douce sympathie mêlée de curiosité. L'une d'elles, une femme de la paroisse, s'est avancée. « Émilie, dit-elle avec ce ton trop mielleux. Si jamais vous avez besoin d'aide, il existe des programmes pour les femmes dans votre situation. » Quelle situation, ai-je demandé. Elle a cligné des yeux, décontenancée. Eh bien, vous savez, élever l'enfant d'une autre femme. J'ai souri finement. Vous voulez dire élever le fils de mon mari? Elle est devenue rouge et a marmonné quelque chose à propos de prière. Sur le chemin du retour, je me suis garé sur le parking de l'épicerie et je suis resté assise un long moment. Je pouvais presque entendre la voix de Damien dans ma tête, calme, taquine, laisse-les parler, Émilie. Nous savons qui nous sommes. Ce soir-là, Étienne m'a tendu un morceau de papier plié. C'était un dessin de moi à la table de la cuisine, le classeur ouvert, et lui debout derrière moi. Au-dessus, il avait écrit l'équipe du bois. J'ai senti ma gorge se nouer. C'est nous, a-t-il hoché la tête. On est une équipe, n'est-ce pas? Oui, ai-je dit. Toujours. Une semaine plus tard, l'assistante sociale a appelé. Madame Dubois, les allégations ont de nouveau été jugées non fondées. Mais nous avons reçu une notification de demande de garde d'un parent du côté de la mère du garçon. Mon estomac s'est noué. Qui? Un homme nommé Louis Rossi, qui prétend être l'oncle maternel du garçon. Je n'ai jamais entendu parler de lui. Il vit en Géorgie. Nous examinons son dossier. Elle a hésité. Il y a des inquiétudes. Des arrestations antérieures, conduite en état d'ivresse, logement instable. Alors il veut la garde parce que... Point à cause des prestations de survivants liées au dossier de service de Damien Dubois, a-t-elle dit doucement. J'ai fermé les yeux. L'argent, toujours l'argent. Que se passe-t-il maintenant? Nous devrons programmer une audience, a-t-elle dit.
Vous voudrez apporter des documents. J'ai regardé mon classeur. Je suis prête. Ce soir-là, j'ai parlé de l'audience à Étienne. Il s'est raidi. Je dois y aller? Non, ai-je dit. Je m'en occupe. Il a hésité. Ils vont me faire vivre avec lui? Pas si j'ai mon mot à dire. Il m'a regardé, les yeux féroces, la voix petite. Je ne veux pas y aller. Je ne le connais même pas, j'ai posé une main sur son épaule. Tu n'iras pas, je te le promets. Dans les jours qui ont précédé l'audience, nous avons gardé notre routine. École, dîner, dessin. Mais la tension était assise entre nous comme une troisième personne. Certaines nuits, je le surprenais à faire son sac à dos tranquillement, comme s'il se préparait à fuir si les choses tournaient mal. Un soir, alors que je le bordais, il a demandé « Pourquoi tu fais tout ça pour moi? Tu ne sais même pas si je suis vraiment son fils. » La question m'a frappé comme un éclat d'obus. Parce que je sais ce qu'il voudrait que je fasse, ai-je dit. Parce que tu es là, et parce que tu mérites que quelqu'un se batte pour toi. Il m'a regardé longuement, puis s'est détourné. Mais juste avant que le sommeil ne l'emporte, je l'ai entendu murmurer « Merci ». Quand je me suis finalement glissé dans mon lit, l'épuisement m'a frappé comme la gravité. Le ventilateur de plafond bourdonnait. La maison, autrefois silencieuse, respirait maintenant avec nous. Le lendemain matin, en versant le café, j'ai remarqué quelque chose sur le frigo. Le dessin d'Étienne, mais avec un ajout. Il avait écrit honneur et fidélité en haut. Ma gorge s'est serrée. Loyauté, honneur, famille, tout écrit de la main d'un enfant. J'ai fermé le classeur, redressé les épaules et dit à voix haute, « Très bien, Damien, finissons ce combat. » L'audience était fixée un vendredi matin au palais de justice du département, un de ces bâtiments bas en briques qui sentent le vieux papier et le café bon marché. J'avais repassé mon chemisier la veille, ciré mes chaussures, préparé mon classeur et posé le carnet de croquis d'Étienne sur la table comme un talisman. Il dormait encore à l'étage, enroulé autour de son oreiller comme s'il s'y accrochait pour sa vie. Le trajet jusqu'au tribunal fut silencieux. J'avais laissé Étienne chez Madame Pérez, la voisine qui lui faisait des biscuits et ne posait jamais de questions. Je ne voulais pas qu'il soit là pour entendre des mots comme garde et requérant. Il avait déjà trop perdu. À l'intérieur, l'air était assez froid pour me faire mal aux articulations. L'assistante sociale m'a retrouvé devant la salle d'audience. Louis Rossi n'a pas pris d'avocat, a-t-elle murmuré. Il se représente lui-même. J'ai hoché la tête, la mâchoire serrée. Tant mieux. Quand l'huissier a appelé notre affaire, je me suis dirigé vers la table, j'ai posé le classeur et j'ai regardé l'homme en face de moi. Il avait la quarantaine, les cheveux plaqués en arrière, la chemise froissée, les yeux rouges de boisson ou de nerfs. Il n'avait pas l'air méchant, juste brisé, le genre d'homme qui avait gâché toutes les chances que la vie lui avait offertes. La juge, une femme aux cheveux gris tirés en chignon, a ajusté ses lunettes. « Monsieur Rossi, vous demandez la garde de votre neveu, c'est bien ça? » « Oui, madame la juge, a-t-il dit. »« C'est mon sang. » La juge a hoché la tête. « Et madame Dubois, vous avez eu la tutelle temporaire depuis le décès de la mère. »« Oui, votre honneur. » Elle s'est tournée vers moi. « Vous pouvez commencer. » J'ai ouvert le classeur. « Votre honneur, mon mari, le sergent-chef Damien Dubois, est le père du garçon. Je n'ai appris son existence qu'après le décès de sa mère. Depuis, je lui ai fourni un logement, une scolarité, des repas, un soutien psychologique et un environnement stable. Étienne s'est bien adapté. Ses notes se sont améliorées et il est suivi régulièrement par le docteur Patel, son pédiatre. Monsieur Rossi a croisé les bras. « Elle n'est pas de la famille », a-t-il marmonné. La juge a haussé un sourcil. « Monsieur Rossi, vous aurez votre tour. » J'ai continué. La mère du garçon a clairement indiqué qu'elle voulait qu'il reste avec moi. Il y a une trace de cette conversation dans les notes de l'unité de soins palliatifs. Étienne mérite la stabilité. Il a subi assez de pertes pour toute une vie. J'ai remis le dossier. Le greffier a parcouru les formulaires médicaux, les bulletins scolaires, une photo d'Étienne tenant son dessin avec l'équipe Dubois écrit au-dessus. Monsieur Rossi s'est éclairci la gorge. Votre honneur, je peux lui donner une famille. J'ai un travail en vue. Sa place est avec son propre sang, pas avec une veuve de soldat qui essaie de jouer à la maman. Ce mot,
jouer, m'a frappé comme une gifle. La juge a regardé l'assistante sociale. Le service a-t-il une recommandation? L'assistante sociale s'est levée. Oui, votre honneur. Après les évaluations à domicile et les visites à l'école, nous recommandons la tutelle permanente à Madame Dubois. Le dossier de Monsieur Rossi comprend plusieurs condamnations pour conduite en état d'ivresse, des expulsions antérieures et une incapacité à maintenir un emploi stable. La juge a hoché la tête. Monsieur Rossi, une réponse? Il a baissé les yeux, marmonnant, tout le monde mérite une seconde chance. Oui, ai-je dit doucement, surtout les enfants. La salle d'audience est tombée dans le silence. La juge a signé l'ordonnance. Tutelle permanente accordée à Madame Émilie Dubois. Ce tribunal vous félicite d'avoir fourni stabilité et soin. Les droits de visite de Monsieur Rossi pourront être réexaminés après 6 mois de sobriété et d'emploi documenté. Le marteau est tombé, affaire classée. J'ai expiré pour la première fois depuis ce qui m'a semblé des heures. Alors que je me tournais pour partir, Monsieur Rossi a parlé. Il a les yeux de ma sœur, vous savez. Je me suis arrêté à la porte. Oui, ai-je dit. Et le cœur de son père. Dehors, l'air semblait différent, plus léger, comme si le monde avait expiré avec moi. L'assistante sociale m'a serré l'épaule. Vous avez bien fait, Émilie. C'était difficile. Le difficile fait partie du travail, ai-je dit. Elle a souri. Tout le monde ne le voit pas de cette façon. Quand je suis rentré à la maison, Étienne attendait sur le porche. On a gagné? A-t-il demandé. Je me suis agenouillé à côté de lui. On n'a rien gagné. On a juste officialisé les choses. Il a souri. Alors, je reste. Tu es à la maison, ai-je dit. Il m'a serré si fort qu'il m'a coupé le souffle. Bien, a-t-il murmuré. Je ne voulais pas refaire mes valises. Ce soir-là, j'ai trouvé le classeur encore sur le comptoir de la cuisine, les papiers légèrement cornés, le seau taché d'empreintes digitales. J'ai failli le ranger, mais quelque chose m'a dit de le laisser là, un rappel que l'amour ressemble parfois à de la paperasse et de la patience. 2 jours plus tard, une enveloppe est arrivée de l'amicale des anciens des troupes de marine. À l'intérieur, une lettre de l'ancien commandant de Damien. Nous avons entendu parler du garçon. Vous faites ce qu'il aurait fait. Si jamais vous êtes près de Rennes, l'amicale aimerait honorer son fils avec une remise de médaille. Je l'ai lu 2 fois, les larmes menaçant de couler pour la première fois depuis des années. Quand je l'ai dit à Étienne, ses yeux se sont illuminés. Ils veulent me donner une médaille? C'est celle de ton père, ai-je dit. Ils te la remettent à toi. Il a regardé le drapeau plié sur la cheminée. Ils joueront la chanson, celle avec les trompettes? Aux morts, ai-je dit doucement. Oui, ils la joueront. Une semaine plus tard, nous sommes allés à Rennes. Je portais un tailleur-jupe bleu marine. Étienne portait un blazer et une cravate empruntée. La cérémonie était petite mais digne, quelques soldats en uniforme, le commandant au pupitre. Quand il a remis la médaille à Étienne, j'ai vu Damien dans la posture de ce garçon, le dos droit, le menton relevé, pas de larmes. Après la cérémonie, une femme s'est approchée de moi. Cheveux gris, perles, un visage que je ne connaissais que trop bien. Ma sœur. Elle avait l'air nerveuse, tenant un plat à gratin comme une offrande de paix. J'ai entendu parler de l'audience, a-t-elle dit. J'avais tort. J'ai croisé les bras. Tu as été cruel. Elle a hoché la tête. Peut-être, mais je pensais que tu faisais une erreur. J'ai soupiré. Moi aussi. Et puis il m'a appelé maman. Ses yeux se sont adoucis. J'aimerais le rencontrer un jour. On verra, ai-je dit. Si tu peux être gentille. Elle a hoché la tête, les yeux humides. J'ai serré. Sur le chemin du retour, Étienne s'est endormi sur le siège passager, la médaille reposant sur sa poitrine. Je gardais une main sur le volant, l'autre écartant ses cheveux de ses yeux quand nous passions sur des bosses. L'autoroute s'étendait devant nous, silencieuse, sans fin, et enfin à nous. En arrivant dans l'allée, la lumière du Porsche s'est allumée, nous souhaitant la bienvenue à la maison. Le drapeau à l'intérieur de la maison brillait faiblement à la lumière de la lampe, non plus un symbole de perte, mais d'héritage. J'ai murmuré à la pièce vide, on l'a fait, Damien. On l'a ramené à la maison. Le printemps est arrivé lentement cette année-là.
L'air s'est adouci, l'herbe a retrouvé son éclat, et pour la première fois en une décennie, je me suis surprise à fredonner en pliant le linge. La maison ne résonnait plus. Elle avait un rythme, des bruits de pas, des rires, des portes qui claquent, le bourdonnement de quelque chose de vivant. Étienne était entré en CM2. Son professeur disait qu'il était réservé mais poli. Traduction, silencieux, testant encore le terrain. Chaque matin, il emballait son carnet de croquis avant son déjeuner, comme si c'était une armure. Et chaque soir, il le posait ouvert sur la table de la cuisine pendant que je cuisinais, dessinant tout ce qui lui venait à l'esprit. Des arbres, des gants de baseball, une fois même un bulldog avec un képi de marine. Notre routine était simple. Petit déjeuner à 7 heures, devoir à 17 heures, crêpes le dimanche. On n'appelait pas ça une tradition, mais c'en était une. Un samedi, je l'ai trouvé assis dans le jardin, à moitié enfoui dans les pissenlits, dessinant quelque chose que je ne pouvais pas bien voir. J'ai apporté de la limonade et j'ai dit, tu y es depuis ce matin. Sur quoi travailles-tu? Il m'a montré la page. C'était le drapeau plié de la cheminée, mais déplié, ouvert, flottant, vivant. C'est magnifique, ai-je dit doucement. Pourquoi l'as-tu dessiné comme ça? Il a haussé les épaules. Parce qu'il n'a plus l'air triste. Cette nuit-là, j'ai pleuré dans la salle de bain, la porte fermée et l'eau coulant. Pas de tristesse, mais parce que quelque chose de lourd s'était enfin levé. Quelques semaines plus tard, ma sœur est revenue. Même berline grise, même sourire prudent. Cette fois, elle est venue les mains vides. Je voulais m'excuser correctement, a-t-elle dit. Pas de gratin, juste des mots. J'ai croisé les bras. D'accord, écoutons. Elle a pris une profonde inspiration. Quand Damien est mort, tu as fermé la porte à tout le monde. On ne savait pas comment t'aider. Puis tu as pris ce garçon, et j'ai pensé que tu courais après des fantômes. J'avais tort. Je n'ai rien dit, j'ai juste écouté. Il lui ressemble, a-t-elle ajouté doucement. Le regard de Damien. Oui, ai-je dit. Elle a hésité. Tu penses que je pourrais le rencontrer un jour? Peut-être, ai-je dit. Si tu peux être gentille. C'est la règle ici. Elle a hoché la tête. Je peux faire ça. Nous ne nous sommes pas prises dans les bras. Nous n'étions pas prêtes pour ça. Mais quand elle est partie, je ne me sentais plus en colère, juste fatiguée et plus légère. Ce dimanche-là, Étienne et moi sommes allés au parc. Il me suppliait depuis des semaines de le laisser essayer le baseball. Je ne suis pas bon, m'avait-il prévenu. Mais je veux apprendre. Alors j'ai acheté 2 gants et une balle. Les premiers lancers furent des désastres. Il les manquait tous. Mais après 1 heure, il en a attrapé 2, puis 3. Quand la balle a finalement claqué dans son gant, net, il m'a regardé, les yeux écarquillés. Tu as vu ça? Oui, ai-je dit. Tu es un naturel. Il a souri, transpirant et fier. On peut faire ça tous les week-ends? Tout ce que tu veux. Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés pour une glace. Il a commandé menthe chocolat, le parfum préféré de sa mère, d'après le dossier. Il ne l'a pas dit à voix haute, mais je savais qu'il le savait. La vie s'est installée dans quelque chose qui ressemblait à la normale. L'école, les corvées, les rires, les petites frustrations. Il se disputait pour l'heure du coucher, oubliait ses chaussures, laissait des chaussettes dans des endroits impossibles, tout le désordre ordinaire de l'enfance. Puis un matin, il a dit quelque chose qui m'a fait m'arrêter net. Mamie m'a appelé. J'ai cligné des yeux. Ma mère, a-t-il précisé. Elle a eu mon numéro par tante Sarah. Elle a dit qu'elle voulait me rencontrer. Elle avait l'air gentille. J'ai versé le café lentement. Ma mère ne m'avait pas parlé depuis les funérailles de Damien. Que as-tu dit? J'ai dit peut-être, mais que je voulais te demander d'abord. Je l'ai regardé, gentil, prudent, apprenant à juger les gens par leurs actions. Tu peux la rencontrer, ai-je finalement dit. Mais je serai là. La rencontre fut maladroite. Nous sommes allés dans un restaurant au bord de la Nationale. Ma mère portait ses vêtements du dimanche, propres et repassés. Quand elle a vu Étienne, elle s'est figée, la main sur le cœur. Seigneur, a-t-elle murmuré. C'est Damien tout craché. Il a souri poliment. Enchanté de vous rencontrer, madame.
Elle a cligné des yeux rapidement, retenant peut-être ses larmes. Tu n'as pas à m'appeler madame. Tu peux m'appeler mamie si tu veux. Il m'a jeté un regard. J'ai hoché la tête. D'accord, a-t-il dit. Au dessert, il parlait de son art, de ses dessins animés préférés, de son gant de baseball. Quand il lui a montré un croquis du drapeau, elle a touché la page avec révérence. Il avait la même concentration, a-t-elle murmuré. Ton papa. En rentrant à la maison, Étienne a dit, elle n'est pas comme je l'imaginais. À quoi t'attendais-tu? À quelqu'un qui ne voulait pas de moi. J'ai souri. Tu verras que la plupart des gens ne sont pas ce à quoi on s'attend. Ce soir-là, il a laissé le croquis du drapeau sur la cheminée, à côté de celui qui était plié. 2 générations, côte à côte. En mai, l'école a organisé une exposition d'art. Le dessin d'Étienne du drapeau déplié, vivant, a remporté le premier prix. Le directeur m'a demandé si je voulais dire quelque chose lors de la cérémonie. Je me suis figé devant le micro, chaque mot semblant trop petit, alors j'ai juste dit, la fierté prend de nombreuses formes. Parfois, elle est pliée. Parfois, elle est encadrée. Dans tous les cas, elle signifie l'amour. La foule a applaudi poliment. Étienne est devenu écarlate, se cachant derrière son diplôme. Ce soir-là, nous étions assis sur le porche à regarder les lucioles. Il s'est appuyé contre moi, somnole, chaleureux. Mamie a dit que papa disait quelque chose en latin, a-t-il marmonné. C'était quoi? Honneur et fidélité, ai-je dit doucement. Toujours fidèle. Il a hoché la tête, somnole. C'est nous, n'est-ce pas? C'est nous. Il s'est endormi avant que je ne termine la phrase. Je l'ai porté à l'intérieur, l'ai bordé et suis resté là longtemps, à le regarder respirer. Je me suis dit que la vengeance n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est juste survivre avec dignité. Parfois, c'est s'asseoir dans une maison silencieuse qui résonnait autrefois de perte et entendre des rires à la place. Dehors, le vent soufflait dans les pins, et j'ai pensé à Damien, constant, fidèle, parti, mais pas vraiment. Nous avions construit un foyer, pièce par pièce. La cérémonie de l'amicale des anciens des troupes de marine a eu lieu à la fin de l'automne, l'air vif et plein de fumée de bois. La salle sentait le vieux vernis et le café, et les murs étaient tapissés de photographies. Des hommes et des femmes en tenue de cérémonie, des noms gravés sur des plaques de laiton sous leur visage. Un héritage figé dans le temps. Étienne se tenait à côté de moi dans une chemise et une cravate impeccablement repassée. Il était nerveux, ses mains tordant le ruban de la boîte à médailles que l'amicale avait envoyée à l'avance. J'ai posé une main sur son épaule. Tout ira bien, ai-je murmuré. Il a levé les yeux. Et s'il me demande de parler? Alors tu parleras avec ton cœur. Les soldats préfèrent l'honnêteté au discours. Le commandant a appelé son nom, Étienne Dubois-Rossi, fils du sergent-chef Damien Dubois, des troupes de marine. Étienne s'est avancé, petit mais d'un pas assuré. Le commandant s'est agenouillé et lui a remis le drapeau tricolore qui avait autrefois drapé le cercueil de Damien. Ton père a servi avec honneur, a-t-il dit. Et d'après ce que nous entendons, son fils porte ce même esprit. Étienne serra le drapeau contre sa poitrine. La salle est tombée dans un silence que l'on pouvait sentir jusqu'aux os. Puis le clairon a joué beau mort, doux et lent, chaque note s'élevant comme de la fumée. J'ai senti des larmes que je n'avais pas versées depuis des années monter derrière mes yeux. Pas de chagrin cette fois, quelque chose de plus doux, de plus chaud. Après la cérémonie, des vétérans se sont alignés pour serrer la main d'Étienne. L'un d'eux, un vieil homme aux doigts tremblants, a dit « Ton papa serait fier, mon garçon. » Étienne l'a regardé droit dans les yeux. « Je l'espère, monsieur. » En rentrant à la maison, il a replacé le drapeau sur la cheminée, à côté des médailles de Damien et du croquis du drapeau déplié. Les 3 symboles reposaient ensemble, le service, le sacrifice et le renouveau. Plus tard dans la soirée, ma sœur est passée à nouveau. Cette fois, c'est Étienne qui a ouvert la porte. « Salut », a-t-il dit, prudent mais poli. Elle a souri nerveusement. « Salut, Étienne. J'ai apporté des biscuits. » Il s'est tourné vers moi. « C'est tante Sarah », a-t-il appelé. « Laisse-la entrer », ai-je dit. Elle est entrée dans le salon, ses yeux parcourant les photos, les dessins, le drapeau. « Tu as construit quelque chose de beau ici », a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête. Ça a pris du temps.
Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à le voir. Étienne s'est approché de moi, un biscuit à la main. C'est pas grave, a-t-il dit simplement. Tout le monde est en retard parfois. Sarah a ri à travers ses larmes. Tu ressembles tellement à ton père. Cette nuit-là, après son départ, Étienne a demandé, tu crois qu'elle reviendra? Si elle est intelligente, oui, ai-je dit. La famille, ce n'est pas quelque chose qu'on fuit une fois qu'on l'a trouvée. Il a hoché la tête, pensif. Peut-être que la prochaine fois, je la dessinerai aussi. En décembre, l'école a organisé un concert d'hiver. Étienne jouait des percussions dans l'orchestre, tout en air et en concentration. Quand ce fut terminé, il a balayé la foule du regard jusqu'à ce qu'il me trouve. J'étais debout, applaudissant, souriant si largement que ça faisait mal. Ensuite, il a accouru, le visage rayonnant. Je me suis trompé? Pas une seule fois, ai-je dit. Tu as été parfait. Sur le chemin du retour, la neige a commencé à tomber, de minuscules flocons pris dans les phares. Il a pressé son front contre la vitre, les regardant tourbillonner. Maman adorait la neige, a-t-il dit. Elle disait que ça rendait tout nouveau. C'est vrai, ai-je dit doucement. À la maison, il est allé directement à la cheminée. Il a sorti une feuille de papier propre et a commencé à dessiner. Je l'ai observé depuis la cuisine tandis que les lignes prenaient forme. Pas un drapeau cette fois, mais une maison avec de la fumée s'échappant de la cheminée et 2 silhouettes sur le porche. Quand il a fini, il me l'a apporté. Qu'en penses-tu? C'est magnifique, ai-je dit. Qui c'est? Il a pointé du doigt. C'est toi et c'est moi. Et qu'est-ce que c'est, au-dessus de la porte, ai-je demandé. Il a souri. Notre devise. J'ai regardé de plus près. Au-dessus de la porte, il avait écrit en lettres capitales, Honneur et fidélité, édition familiale. J'ai ri jusqu'à en pleurer. Il y a des années, quand Damien est mort, je pensais que mon histoire était terminée. J'avais fait la paix avec la solitude, convaincu qu'il y avait de l'honneur dans la souffrance silencieuse. Mais le deuil est une piètre fin. C'est juste une phrase inachevée, attendant que le courage la termine. Étienne m'a donné ce courage. La vengeance ne consistait pas à prouver que quelqu'un avait tort. Elle résidait dans le simple fait de reconstruire, brique par brique, routine par routine. La vraie victoire était de transformer une maison de fantômes en un foyer qui respirait. Parfois, la vengeance, ce sont des mains stables qui préparent des déjeuners. Parfois, c'est encourager à un match de baseball un enfant qui pense être nul en sport mais qui continue de venir. Parfois, ce sont des crêpes le dimanche matin et des rires qui résonnent dans des pièces autrefois silencieuses. C'est le genre de vengeance dont le monde a besoin. Plus de celle, silencieuse, qui transforme la douleur en but. Maintenant, chaque matin, quand je plie ces vêtements propres ou que je trouve des croquis sur le comptoir, je pense à tous ceux qui disaient que c'était une erreur. Ma sœur, les voisins, même la voix dans ma propre tête. Ils avaient tort. L'amour n'était pas l'erreur. C'était la mission. Étienne a 16 ans maintenant, plus grand que moi, la voix grave, les cheveux toujours en désordre. Quoi que je dise, il m'appelle encore maman parfois sans le vouloir, et chaque fois qu'il le fait, c'est comme une médaille épinglée sur mon cœur. Il parle d'étudier l'art à l'université. Peut-être l'animation, peut-être l'architecture. Je lui ai dit que quoi qu'il construise, je serai là pour le voir. La semaine dernière, il m'a montré une nouvelle signature au bas de l'un de ses dessins, Étienne Rossi-Dubois. Les 2 noms, les 2 héritages. Je lui ai demandé pourquoi ils les utilisaient ensemble. Il a souri. Parce que je viens de tout ça, et tu m'as appris que ce n'est pas quelque chose à cacher. Je l'ai regardé, lui, le garçon qui était arrivé avec un sac à dos en silence, et j'ai réalisé que le foyer que nous avions construit n'était pas seulement sa seconde chance. C'était la mienne. Si vous écoutez ceci et que votre histoire vous semble terminée, je vous promets qu'elle ne l'est pas. La vie attend dans des endroits inattendus. Un coup à la porte, un appel téléphonique, une petite voix qui demande si vous avez des règles. Et si quelqu'un a besoin de vous, ne détournez pas le regard. Ne vous dites pas que vous êtes trop vieux, trop fatigué ou trop brisé. Parfois, le but que vous avez perdu attend dans les yeux de quelqu'un qui est tout aussi perdu que vous. Alors tendez la main, soyez présent, faites des crêpes. Vous pourriez bien trouver votre deuxième acte qui vous attend à votre propre table de cuisine.